Bonjour, je suis Justine Pujol. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Écris ta série. Aujourd'hui, c'est le webinaire numéro 3 dédié au développement de son univers et nous allons voir comment on développe une arène. Je suis scénariste spécialisée en animation, dessin animé, animation jeunesse. Moi j'ai fait une école professionnelle dédiée au scénario qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle où j'ai appris tous les outils nécessaires pour manipuler mon spectateur et toutes les règles de dramaturgie nécessaires pour faire vibrer tous les spectateurs. Et je vais partager avec vous ce soir certains de ces petits secrets. Voilà. Je suis aussi directrice d'écriture, c'est-à-dire que je gère des équipes de scénaristes. Je dirige des équipes de scénaristes dans le cadre de séries. Je distribue les épisodes. Je peux coécrire aussi ou écrire les arches narratives d'une série. Je crée des bibles, je crée des univers. Et ça depuis très très longtemps parce que je suis aussi joueuse de jeux de rôle. Depuis que je suis adolescente, donc je suis maître du jeu pour ceux qui connaissent un petit peu cette activité, le jeu de rôle sur table. Quand vous achetez un jeu de rôle, on vous décrit tout l'univers dans lequel le maître du jeu va pouvoir créer des scénarios. Et même parfois on vous propose des suppléments pays, des suppléments villes, des suppléments qui sont tout autant d'outils et de détails sur l'univers ou un micro-univers que vous allez avoir dans ce supplément. Donc voilà, c'est pour ça que créer des séries ou créer des intrigues à partir des éléments d'un univers, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps et que peut-être certains d'entre vous ou vos élèves ont déjà fait. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un univers c'est quoi? Alors, je vous ai mis une petite citation de Tolkien, on reste dans le jeu de rôle et la littérature. Vous n'êtes après tout qu'un minuscule individu dans le vaste monde, surtout si vous êtes un hobbit. Et le monde est très vaste et le monde va vous jeter tout un tas de péripéties et d'obstacles qu'il va vous falloir dépasser pour atteindre votre objectif. Voilà. L'arène d'une série, qu'est-ce que c'est? Raconter une histoire, en gros, ça revient à répondre à 4 questions. Qui, où, quand et quoi? Qui sont les protagonistes? Ça, c'est les personnages, c'est pas ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'histoire, hein. On va voir quand vous écrivez, si vous dites ce qui se passe. Où et quand? Alors, où l'histoire se passe-t-elle et quand se passe-t-elle? Et ça, c'est l'arène, en fait. C'est un contexte dans lequel les personnages vont évoluer, dans lequel les péripéties vont arriver, et dans lequel, au final, votre histoire va se passer. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que ça se passe quelque part, et à une époque donnée. C'est ce qu'Aristote appelait l'unité de temps et de lieu, quand et où. Et ce contexte, l'un des théoriciens du scénario contemporain, qui s'appelle John Truby, a appelé ça une arène. Alors, arène, c'est intéressant parce que ça évoque le danger, ça évoque un endroit clos, c'est là où ces choses terribles peuvent arriver. Ça résume très très bien ce qu'il va nous falloir trouver pour écrire, pour développer l'univers d'une série. J'espère que vous aimez faire des listes, parce qu'en fait, créer une arène, ça revient à lister tous les éléments de votre arène et qui peuvent créer du conflit. Sans histoire, je le répète, il n'y a pas de conflit. Donc il faut que vous opposiez les éléments de votre arène à vos personnages. Même ces éléments vont pouvoir vous aider à définir ces personnages. Alors, ces éléments, quels sont-ils? Déjà, ils peuvent être tout simplement de l'ordre de la géographie. Si vous faites ça dans une école, il vous faut les plans. Si votre série se passe dans une école, il vous faut les plans. L'architecture des bâtiments. Si ça se passe, un désert, ou par exemple le Seigneur des Anneaux, vous avez besoin d'avoir votre carte du pays dans lequel, ou de la région dans laquelle ça se passe. Vous allez y mettre la faune, la flore, est-ce qu'il y a des plantes carnivores, est-ce qu'il y a des animaux sauvages, ou est-ce qu'on en trouve juste que des moutons? Et très important aussi, pensez aux conditions climatiques. Quand Tolkien, par exemple, a écrit Le Seigneur des Anneaux, il a créé vraiment l'écosystème complet. Il est allé jusqu'à créer les langues, mais aussi la météo. Et il a fait ça d'une façon extrêmement rigoureuse et réaliste. Donc on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais pourquoi on fait ça? Parce que même une mauvaise météo peut être sujet à conflit et à obstacles pour vos personnages, et donc peut être créateur ou générateur d'une intrigue.
On continue dans notre liste. Ça se passe quand votre série? Est-ce que ça se passe à l'époque contemporaine? Est-ce que c'est historique? Est-ce que ça se passe durant l'époque médiévale, durant la Renaissance? Est-ce que c'est dans le futur? Donc ça va vous aider à visualiser, à imaginer tout simplement le contexte temporel et par extrapolation la technologie du moment. Si c'est un univers médiéval, va falloir faire la liste de tous les éléments technologiques potentiels de l'époque ou techniques de l'époque. Et si vous êtes dans le fantastique, s'il y a de la magie par exemple. Si on est dans quelque chose de contemporain, c'est plus facile parce qu'on sait à peu près ce qu'on peut obtenir comme intrigue avec par exemple les ordinateurs, piratage informatique, les personnages sont équipés de smartphones, c'est ce qui leur permet de communiquer. Donc voilà, pensez à définir très clairement votre temporalité, l'époque dans laquelle se passe votre série et le degré de technologie, le niveau de progrès de votre univers. Là où il va falloir faire des grosses listes aussi, c'est les réseaux des personnages. L'univers, il n'est pas vide. C'est là-dedans que vous allez mettre vos personnages. Et vos personnages, ils sont liés par des liens. Alors ces liens, ça peut être des liens de valeur morale, des liens de subordination, des liens d'allégeance à un groupe particulièrement ou à un lieu. Il va falloir remplir vos lieux avec des personnages qui sont logiquement liés entre eux et si possible, ils sont antagonistes et qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Extrapolation directe du réseau des personnages, la politique, les règles collectives en fait, les règles politiques qui régissent votre arène, votre univers. Est-ce que on est plutôt dans un régime autoritaire, on est en démocratie? Là, ça dépend beaucoup du lieu. Si vous êtes par exemple dans un lycée, on est plutôt autoritaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui décide, il y a des règles très très strictes, et puis les personnages qui sont par exemple des collégiens ou des lycéens, eux, ne peuvent pas démocratiquement décider des règles. Si vous êtes dans une communauté, dans un immeuble, là, ça sera plutôt démocratique, avec des gens qui votent pour décider des règles de la communauté, etc., etc. Et enfin, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la culture locale. Alors la culture locale, ça va des codes sociaux, en passant par les valeurs morales de chaque groupe qui compose l'arène, mais aussi ce qui se dit, les légendes. Si vous êtes dans un territoire dans lequel il y a des légendes, il y a des loups-garous, des sorcières, ou les légendes tout simplement d'un lycée ou d'un immeuble. Les on-dit, les racontards, les tabous par exemple aussi, ou tous les secrets et les mystères de votre arène, de votre lieu. Et ça, c'est important de creuser un petit peu, parce que c'est là que vous allez avoir des intrigues intéressantes, c'est quand on va découvrir ces secrets ou quand quelqu'un va tenter de les révéler, par exemple. Pour la reine que vous allez choisir, listez tous ces éléments consciencieusement et faire des choix, et les meilleurs choix seront ceux qui vous permettront de créer des obstacles et du conflit. Petit warning, faites attention à ne pas prendre des arènes trop ambitieuse. Par exemple, moi qui viens de l'animation, c'est quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir refaire le Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que ce sont des univers qui sont éloignés de nous et qui demandent ou beaucoup de recherche ou beaucoup de travail. Parce que quand vous devez effectivement définir qu'est-ce qui se passe sur la planète Zircon 726 et que vous devez dire quel est le niveau de la gravité, est-ce que l'atmosphère est respirable ou pas encore sorti de l'auberge pour créer votre série. Ce qu'on vous recommande plutôt, c'est de prendre des arènes contemporaines ou en tout cas qui ressemblent à ce que vous et à ce que vos artistes, vos élèves connaissez bien et maîtrisez bien. Vous serez plus à même rapidement de faire vos listes et de faire vos choix et de personnages, de groupes, etc. etc. L'arène, bon, comme on l'a dit, l'arène, c'est le lieu de tous les dangers, c'est le lieu de tous les conflits. Donc, faites vos choix dans vos listes de façon à multiplier les opportunités de péripéties, d'intrigues et de conflits. Gardez toujours en tête qu'il faut, pour créer une bonne histoire, qu'il y ait quelque chose qui soit en jeu. Ce sont les enjeux de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va perdre? Créer de bons enjeux, il faut souvent marier les bons éléments de l'arène ensemble. Cela vous permettra, en passant, de développer mieux vos personnages. Voilà. Alors,
On va rentrer un petit peu plus pragmatiquement dans des outils. Alors moi je vous en propose un aujourd'hui, c'est de vous servir de la pyramide de Maslow. Alors certains d'entre vous sont probablement familiers avec ce concept, c'est un psychologue qui a eu une théorie qui dit que chaque être humain, pour se réaliser, est en fait confronté à différents conflits que l'on peut en fait définir sur une pyramide. Le niveau 1, le niveau bas de la pyramide étant tout ce qui a trait à la survie. Alors c'est les besoins physiologiques, dormir, le sommeil, respirer, manger. Le niveau 2, c'est être en sécurité. Le niveau 3, alors c'est le niveau que la plupart des êtres humains connaissent et obtiennent facilement, c'est l'appartenance à un groupe, donc appartenance familiale, en amitié, en amour, à un groupe social, etc. Et les deux derniers niveaux de la pyramide, ce sont souvent les plus simples à obtenir. C'est quand on peut développer facilement son estime de soi, sa confiance en soi, son indépendance, la reconnaissance de ses pairs, etc. Alors chaque élément de cette pyramide peut en fait vous aider à trouver des intrigues en fonction de votre arène. C'est-à-dire que vous prenez votre arène, vous prenez des éléments de l'arène et vous vous dites qu'est-ce que je peux faire avec cet endroit dans mon arène, par exemple pour créer des conflits qui vont mettre notre personnage en situation de difficulté dans la survie. Par exemple, si on prend pour exemple un vaisseau spatial, imaginons comme arène, la survie, ça sera, boum, il y a une panne des générateurs d'oxygène, les personnages risquent de ne plus pouvoir respirer. Voilà, donc leur vie est en danger. Ça, c'est le niveau 1 de la pyramide. Le niveau 2, donc la sécurité, dans votre vaisseau spatial, ça sera le système de verrouillage automatique des portes qui est défaillant, avec des ennemis qui essaient de rentrer, et comment on fait du coup pour se prémunir. C'est typiquement les films de zombies, les séries avec des zombies. La sécurité des personnages est vivement mise en danger. Niveau 3 de la pyramide, s'intégrer à un groupe, l'appartenance à un groupe. Ici, l'exemple qu'on vous donne, c'est quelques passagers sont obligés de dormir dans un même espace très très étroit. Par exemple, il y a eu une avarie justement dans un secteur du vaisseau spatial, il n'y a plus d'oxygène, donc on a sorti tous les passagers qui y étaient et ils doivent partager leur quartier avec d'autres personnes et l'endroit est très étroit et là ça va être compliqué de cohabiter. L'estime de soi, là vous allez avoir par exemple un personnage, on donne l'exemple du mécanicien qui est parvenu à réparer les propulseurs qui étaient très endommagés. On lui avait dit qu'il n'en était pas capable et il a réussi à le faire dans des conditions très compliquées. Vous pouvez mixer les deux, par exemple les conditions très compliquées étant le problème de survie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène et il est obligé d'y aller alors qu'il n'y a pas d'oxygène. Vous pouvez mixer deux étages de la pyramide pour créer des conflits encore plus trépidants. Et enfin la réalisation de soi, le capitaine, c'est son dernier vol, il va partir en retraite, ça c'est un marronnier d'ailleurs des séries, le personnage qui va arrêter, qui doit partir en retraite, il n'a plus que cette occasion de briller, et en plus là, c'est un vaisseau qu'il ne connaît pas. S'il réussit sa mission, il obtiendra la reconnaissance bien sûr de ses pairs, mais aussi une propre légitimité vis-à-vis de ses propres compétences. Et là, c'est pour lui en fait qui fait ça. Donc vous voyez, en utilisant chaque petit étage de votre pyramide, la confrontant avec les éléments de votre arène, de votre décor, de votre univers, vous pouvez créer des conflits. Petite, juste, je ne sais pas si vous connaissez des séries, mais par rapport à la pyramide de Maslow, par exemple, donc vous parlez de la survie, on va être sur les zombies, avec la sécurité aussi. Vous avez dans la sécurité, vous avez la série Monk, avec ce personnage qui est complètement bourré de phobie, qui a peur des microbes, qui a peur de la saleté, qui a le vertige, qui a peur de la peur même. Donc, vous pouvez même créer un personnage uniquement basé sur un étage de cette pyramide et le confronter ensuite dans votre arène uniquement à des éléments liés à cet étage-là, en l'occurrence ici la sécurité. L'appartenance à un groupe, par exemple on peut citer Astrid et Raphaël, avec un des personnages qui est autiste Asperger et qui essaie de s'intégrer dans une commissariat de police et de s'intégrer en fait comme consultante sur des enquêtes.
Et la réalisation de soi, on a une série qui s'appelle Glee, que vous devez connaître aussi, que vos élèves connaissent sans doute, dans laquelle des jeunes gens essayent en fait de monter un spectacle et d'être les meilleurs chanteurs possibles. Voilà. Justement, en parlant d'arènes familières, alors oui, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention à la taille de vos arènes. Vous avez donc des arènes immenses, Game of Thrones, le royaume des 7 couronnes, Star Trek, l'espace infini, une galaxie avec la guerre des étoiles, un océan. C'est pas facile à écrire et ça demande beaucoup de recherche et vous allez vous retrouver avec une liste d'éléments impossibles à gérer. Choisissez quelque chose qui soit plutôt à l'échelle humaine. D'ailleurs, c'est très souvent le cas sur des séries. On ne compte pas les séries qui se passent dans les hôpitaux, Scrubs, Urgence, Grey's Anatomy, L'hôpital et ses fantômes. Le classique est le setting de la maison hantée, American Horror Story, etc. Les prisons aussi sont très souvent développées, sont souvent choisies comme arènes. Les bureaux, The Office, Mad Men, un village, une ville comme The Wire, qui est développée d'ailleurs Baltimore, Gotham, Gomorrah ou un village français. Et enfin, vous pouvez avoir des arènes toutes petites, une pièce, une grotte, une capsule cryogénique, comme c'est le cas dans la série Oxygène, le film Buried, c'est dans ce cercueil, le coffre d'une voiture avec un personnage qui a été enlevé et qui est obligé de communiquer à l'intérieur du coffre, ou par exemple une chambre à coucher, pour ceux qui ont lu Jessie de Stephen King. Ça c'est plutôt utilisé dans le cinéma ou les films de genre, plus rarement dans une série parce qu'on risque vite de tourner en rond. D'ailleurs, pour ne pas tourner en rond, je reviens un instant sur la pyramide de Maslow, c'est bien d'utiliser ça parce que ça vous permet vraiment de mixer les différents types de dangers et d'enjeux que les personnages vont rencontrer. Souvent, quand on n'utilise que les 2 premiers levels, les 2 premiers niveaux de la pyramide, par exemple sur la survie, si vous voyez des séries qui se passent, des séries de zombies, on tourne rapidement en rond et on est obligé de sortir les personnages de ces 2 premiers niveaux de la pyramide pour leur faire tenir une considération de soi, etc., pour éviter qu'on tourne en rond. Voilà. Donc, pensez bien à mixer les différents niveaux de votre pyramide lorsque vous créez les enjeux pour vos épisodes. Quelques petits exemples. Quand vous avez des arènes qui sont larges, n'hésitez pas à créer des sous-arènes. Par exemple, dans les villes, dans The Wire, l'arène principale, c'est Baltimore, mais dedans, il y a des sous-arènes. Il y a les lieux où travaillent les policiers, enfin le commissariat de police. Il y a les points de deal, les éducateurs, parce qu'on a toute une saison qui se passe d'ailleurs dans un lycée. Les contrebandiers et les dockers, et le syndicat des dockers. Donc ça, c'est une autre arène à l'intérieur de Baltimore. Les médias qui font des enquêtes sur ce qui se passe dans les syndicats, dans la police. Et les politiciens qui sont eux-mêmes dans une sous-arène riche en enjeux parce que les politiciens, ils veulent des résultats et les policiers n'ont pas les moyens suffisants pour faire plaisir aux politiciens. Et parfois, faire plaisir avec les politiciens, ce n'est pas être juste ou ce n'est pas faire respecter la loi comme il le faut. N'hésitez pas à avoir des sous-arènes dans votre grande arène. Autre exemple, Buffy contre les vampires. L'arène principale, c'est Sunnydale, la ville qui est située au-dessus de la bouche de l'enfer. Et les sous-arènes de série et de Sunnydale, c'est le lycée dans lequel évolue Buffy et ses amis, qui est souvent le cadre d'intrigues surnaturelles ou qui est infesté par des vampires. Les différentes maisons dans lesquelles vivent les protagonistes. Et l'underground, le monde où vivent les démons, les vampires, avec le cimetière par exemple. Tout ça gravite autour du lycée où étudie Buffy. Et dans le lycée, on a aussi la bibliothèque. Enfin, le lycée lui-même est une sous-arène riche avec les salles de cours, la salle du proviseur et la bibliothèque dans laquelle il y a Giles, son observateur. Même des plus petites arènes peuvent avoir des sous-arènes. C'est le cas par exemple de Six Feet Under, l'arène principale. C'est la maison familiale et l'entreprise familiale Fisher et la société de pompes funèbres qu'ils ont fondée est l'une des sous-arènes. Différents appartements des enfants Fisher sont aussi des sous-arènes. Donc, je l'ai déjà dit, tout ce qui est établissement de proximité avec les citoyens,
les arènes familières sont plus faciles à développer parce que forcément c'est facile de s'y retrouver et de lister tous les éléments que vous allez y trouver. Alors je vais vous parler un tout petit peu maintenant de la série dont j'ai fait la direction d'écriture et l'arche narrative. J'ai aussi écrit plusieurs épisodes. Et cette série s'appelle Tindronix. Donc c'est une série d'animation de 26 épisodes de 26 minutes pour France Télévisions. Une série d'anticipation mêlant technologie, enquête, mystère. Et ça se passe dans une école, voilà, une école de dronautique. Le principe de Tindronix, c'était que la production nous avait demandé de développer une série dans laquelle les personnages doivent piloter des drones, mais on ne voulait pas en faire une série uniquement de courses de drones. On voulait montrer en fait l'utilité des drones. Les drones sont utiles par exemple pour différentes applications, que ce soit sauver des vies, faire de la sécurité incendie, ça peut être utilisé en agriculture, ça peut être utilisé pour porter des colis, ça peut être utilisé pour rechercher des personnes disparues, etc., etc. Et donc on a créé notre arène de façon à pouvoir utiliser de façon maximale toutes les possibilités offertes par les drones. C'était vraiment montrer à quoi servent les drones, et donc pour ça on a créé différents lieux adaptés, mais aussi différents personnages. On a plusieurs équipes de personnages composées d'un pilote de drone, d'un ingénieur qui va programmer le drone et l'améliorer, et un designer qui va pouvoir changer les équipements du drone, que ce soit les pales pour voler ou les coques, etc., etc. Et à partir de là, on a développé une arène donc, en environnement familier, on a fait une école, c'est un petit peu basé sur le principe d'Harry Potter en fait. C'est une école, un internat, dans lequel nos héros vont étudier non pas la magie ici, mais la dronautique. Et pour que ce soit intéressant, on a créé un mystère autour d'un mystérieux drone. Donc, au tout début de la série, les héros Buck, Vicky et Tom trouvent dans les sous-sols de l'école ce qu'ils appellent un corps. Et le corps a, semble-t-il, été fabriqué par le père de l'un d'entre eux, le père de Vicky. Et ce corps, en fait, on le découvrira dans la série, est censé pouvoir équiper un drone et se synchroniser avec un soldat pour en faire un super soldat. Et ignorant cela, ils vont le brancher dans leur drone d'étude, et le Dronix va se synchroniser avec Buck, l'un des héros, et faire des choses qui ne sont pas normales, et ainsi attirer l'intérêt de Vulture Corp. Alors ça, c'est la vilaine, méchante méga corporation qui finance l'école et qui est à la recherche de cette belle invention pour en faire une arme. Voilà. Alors, on a créé différentes arènes et sous-arènes. Donc l'Académie Hawkins, c'est l'école. Dans l'Académie Hawkins, on a créé une arène, mais dans le sens pur du terme. C'est l'endroit où les drones... on fait des courses de drones ou des battles de drones pour que les étudiants apprennent à créer et à piloter les drones. Un réfectoire pour manger. Alors dans le réfectoire, il y a un robot qui s'appelle Marmitor et qui fait les recettes, des recettes tout à fait étranges. Il y a aussi une borne d'arcade, de jeux vidéo. Voilà, c'est un petit détail qu'on a placé là et qu'on va ensuite utiliser dans les histoires. Il y a les différentes salles de cours, les chambres des étudiants, et on a une vieille école en sous-sol. Alors c'est une ancienne école militaire dans laquelle en fait a été créé ce mystérieux corps que les personnages vont trouver et qui, lorsqu'on va aller l'explorer, va révéler tout un tas de secrets, de mystères et de dangers aussi, parce que dans les sous-sols, les sous-sols sont abandonnés et il y a plein de dangers qui guettent. Donc là, on a exploré beaucoup dans les sous-sols, notre étage 2 de la pyramide, et 1 et 2, survie et sécurité. On a aussi un vieil avion, le Douglas, c'est le QG de la Tindronix, c'est un vieil avion de la Seconde Guerre mondiale qui est dans un arbre, dans lequel ils vont établir leur QG. Une usine désaffectée avec des tunnels qui mènent sous un barrage, etc., etc.
Et dans chacune de ces sous-arènes, on a créé des personnages qui ont des allégeances différentes. Donc il y a différentes équipes d'élèves. Donc la team Dronix, c'est les héros, mais par exemple, on aura créé des antagonistes, la team Raptor, qui sont les méchants gamins de l'histoire, qui ne supportent pas la team Dronix, qui veulent toujours avoir les meilleures notes, qui veulent toujours avoir les meilleurs drones, et qui ne supportent pas les compétences et les qualités de la team Dronix. Comme on a un mystère avec cette création de drones qui est recherchée par Vulture Corp, on a décidé que la team Raptor allait avoir des allégeances avec Vulture Corp en incarnant cette allégeance par Daemon. C'est un des gamins, c'est le fils du directeur, du PDG de Vulture Corp, et donc un espion potentiel pour nos héros. On a créé la directrice de l'école, Madame Kadesh, dans son bureau, qui, elle, surveille évidemment tous les élèves, qui n'acceptent bien entendu pas que la team Dronix ou qui que ce soit fasse le mur, qui veut que les choses soient faites dans les règles. Elle incarne vraiment la réglementation de l'école. Elle n'est pas au courant des secrets. Et lorsque les gamins s'en vont pour une mission pour protéger leur drone, elle les punit parce qu'elle n'est pas au courant des enjeux qu'ils vivent. Mais du coup, elle leur met des bâtons dans les roues. On a créé un professeur qui... Alors au début, on ne sait pas quelle est exactement son allégeance, puis on va découvrir au cours de la série que c'est un ami, un ancien élève du créateur du corps, et donc il va finir par aider l'équipe des héros, la team Dronix. Mais alors comme il les aide, il fallait quelqu'un qui leur mette vraiment des bâtons dans les roues, et on a créé un professeur de sport qui s'appelle Akashi, et qui est un véritable employé de Vulture Corp, et qui va s'attacher, lui, à retrouver le corps et à prouver que la team Dronix a le corps en sa possession. Donc, pendant que certains font des cours, Akashi, lui, tente de mettre à mal notre groupe de la team Dronix et de leur voler leurs drones. Les autres éléments, l'usine désaffectée, la forêt, les ravines, etc., eux, vont servir à créer des obstacles, par exemple de la pyramide, l'étage numéro 2, sur la survie ou sur la 1 ou 2, survie ou sécurité. Par exemple, on a un épisode, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que les drones sont capables, par exemple, d'épauler les pompiers. Et ben, on a créé un épisode dans lequel un des élèves de l'école, en voulant utiliser son drone pour photographier des oiseaux, il tombe dans un trou, il tombe dans un tunnel, il s'assomme, et c'est un tunnel en fait d'irrigation du barrage. Donc toutes les demi-heures, il y a de l'eau qui rentre dans ces tunnels. Le jeune homme est en grand danger, sa vie est en grand danger. Et donc, la team Dronix, elle, va utiliser son fameux drone pour aller dans les tunnels, les explorer, les scanner et retrouver le jeune homme qui a disparu. Là, on est sur l'étage 2 de la pyramide de Maslow, la sécurité. Sauf que dans notre intrigue, on s'est dit, bon, ça serait bien quand même que ça soit pas juste une intrigue où il faut juste sauver quelqu'un, il faudrait rajouter des enjeux. Et on s'est dit que ça serait pas mal d'utiliser l'étage 3, l'acceptation, l'appartenance à un groupe. Buck, le pilote du corps, il a une épreuve de recherche à faire avec son drone et que s'il la foire, il va être viré de l'école. Et à un moment donné, il doit choisir entre suivre un signal qui va peut-être l'amener, un signal de détresse qui va l'amener à sauver son camarade de classe, ou alors ignorer ce signal et tout simplement faire son exercice. Il va prendre la décision d'aller explorer le signal de détresse, ce qui lui permettra de sauver son camarade de classe, qui est quand même un peu plus intéressant, un peu plus fort que juste réussir une épreuve. Et bien sûr, à la fin, il échoue l'épreuve, mais l'école le félicite pour le sauvetage qu'il a fait. Donc voilà, on a pu exploiter à la fois des éléments de décor et de notre arène, et en même temps créer des intrigues en référence à la pyramide de Maslow. Alors, on a aussi un autre épisode, alors ça c'est Discovery, c'est un des épisodes dans lequel on a exploité les légendes. Alors, je vous disais, faites la liste des rumeurs ou des légendes de votre univers. Ben, nous on a écrit dans la Bible, on s'est dit, tiens, c'est un endroit sauvage, là où se situe l'Académie Vikings, et il y a une légende qui dit qu'il y a une météorite très rare qui est tombée dans les environs
Et l'une des camarades de classe de la team Dronix va décider d'aller explorer les environs pour retrouver cette météorite. Et là, elle va fabriquer en fait un radar, un scanner qui va se fixer sur les ondes émises par la météorite. Manque de peau, cette météorite a déjà été trouvée et elle a été utilisée pour fabriquer le corps qui est dans le drone Dronix. Et donc si jamais, en fait, son scanner l'envoie directement vers Dronix. Et ça, Vulture Corp ne va bien sûr le voir. Et donc l'existence même de Dronix pourrait être révélée par cette camarade de classe et son scanner. Donc on a utilisé une légende pour créer une intrigue qui a mis en danger, qui a mis des enjeux sur l'existence même de Dronix et donc sur nos héros. Autre épisode intéressant, alors c'était ces mauvaises ondes. On a une camarade de classe qui est dans une autre équipe. On s'était dit lorsqu'on avait créé la série que ce serait intéressant qu'on ait une représentation de personnage qui a un handicap. Et donc on lui a donné une prothèse à cette petite jeune fille qui s'appelle Francesca. On s'est dit aussi qu'elle était boursière, voilà. Donc ses allégeances, on parle des allégeances maintenant, elles sont plutôt à sa famille, au fait de pouvoir obtenir et garder sa bourse. Et Vulture Corp s'intéresse de très près à elle dans cet épisode et s'aborde son bras électronique. Du coup, son bras se met à mal fonctionner. Si son bras mal fonctionne, elle ne peut plus piloter son drone et elle risque de perdre sa bourse. Et Vulture Corp la convoque et lui propose de payer pour réparer son bras et d'assurer sa bourse si elle espionne ses camarades de classe de l'équipe de Dronix. Donc là, tout d'un coup, on a un basculement d'allégeance entre un personnage qui avait l'air anodin et fort sympathique qui se retrouve ennemi de ses amis de la team Dronix. Je vous parlais tout à l'heure du réfectoire où, alors ça c'est typiquement propre à l'animation, on fait une bibliographique, c'est-à-dire quand on définit les décors justement, notre arène, ça doit être dessiné avant qu'on puisse tourner. Par exemple, on a les plans, vous voyez, les plans de l'Académie Hawkins, et on a tous les différents décors, toutes les pièces qui sont dans ce plan doivent être dessinées. Et dans le réfectoire, ça c'est pas nous qui l'avons décidé, ce sont les décorateurs, ils se sont amusés, ils ont fait une borne de jeu, une borne d'arcade. On se dit, c'est marrant, on peut créer en fait des intrigues rien qu'avec cette borne d'arcade. On s'est dit du coup que le héros, Buck, il aimait beaucoup jouer à ces jeux vidéo et il essaye toujours d'être le premier. Sauf qu'il n'arrive jamais, il y a un mystérieux Magic Ben qui le bat toujours. Donc, pyramide de Maslow. Là, on est... Alors, pyramide de Maslow, sur ça, on est sur l'estime de soi, ou même l'accomplissement personnel, parce qu'il va être le premier. Donc, ça fait une petite intrigue sympa, je veux être le premier. Deuxième potentielle petite intrigue, c'est... Mais qui c'est ce Magic Ben? Qui est-il? Il n'y a pas de Ben dans l'Académie Hawkins. En fait, il y en a un, il s'appelle Benicio et c'est le jardinier. Voilà, c'est un vieux monsieur qui parle de façon inintelligible et qui est fan de jeux vidéo. Bon, c'est bien, on a quand même fait 2 intrigues avec cette borne de jeu d'arcade qu'on n'avait même pas, qui fait juste partie du décor. On va même en faire une 3e dans un épisode, puisqu'on a des secrets autour de cette Académie Hawkins, puisqu'on a des sous-sols secrets, on s'est dit, et si le créateur du corps avait planqué code secret dans la programmation de ce jeu vidéo, dans la borne d'arcade. C'est ce qu'on a fait, on a fait un épisode dans lequel les héros débloquent un niveau secret. Ce niveau secret du jeu, en fait, ils se rendent compte que le niveau a exactement la même tête, les plans sont les mêmes que les sous-sols de l'Académie Hawkins, et ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui a caché dans les sous-sols un mystérieux objet. Donc, on part d'une borne de jeux vidéo et on a fait une aventure, une exploration de sous-sol très dangereux. Il y a des trous partout, c'est en train de s'écrouler, blindé de protection faite par Vulture Corp. Oui, il y a aussi Akashi qui va suivre les personnages dans ces sous-sols, donc ils sont en très grand danger. Donc, voilà comment on peut, rien qu'avec un détail,
le prendre, réfléchir, regarder notre pyramide de Maslow et se dire comment ça peut servir un personnage, comment ça peut servir une histoire. Pareil, je vous parlais de l'avion, le Douglas, ils ont fait leur QG sur l'avion, dans cet avion de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vieil avion, dans un arbre. Qu'est-ce qui se passerait si tout ça se cassait la figure? Donc on a imaginé un tremblement de terre qui a lieu sur toute l'académie. L'école mobilise les élèves pour utiliser les drones pour réparer les failles, pour détecter s'il y a des endroits qui ont été fragilisés. Et nos héros, eux, pendant ce temps, ils vont utiliser leurs drones pour essayer de voir comment ils peuvent sauver leur QG, leur cher vieil avion Douglas, et l'empêcher de s'effondrer. Parce que, en jeu, là aussi, si l'avion s'effondre, tout le monde va le découvrir, et ils ont caché dans cet avion tous les secrets qu'ils ont trouvés dans les sous-sols de l'école. Les secrets liés à la fabrication du corps de Dronix, etc., etc. Donc, même, vous pouvez travailler à partir de photos, du visuel même de votre décor, de votre arène, pour trouver de quoi créer des intrigues. Les intrigues ne viennent pas forcément donc des personnages, mais vous pouvez utiliser votre arène, vous devez utiliser votre arène, votre univers, pour l'opposer à vos personnages et créer conflits, péripéties et enjeux. Ce qu'on doit retenir de comment créer son univers et son arène, votre arène, c'est un personnage en lui-même. Vous devez le définir. Faites des listes et définissez tous les éléments de votre décor en fait. Une bonne arène nourrit toujours les conflits entre les personnages et elle les confronte à des dangers. Utilisez la pyramide de Maslow pour créer ces dangers. Elle nourrit les intrigues entre elle et les personnages. Alors oui, aussi, mieux vaut une petite arène bien définie et bien exploitée, vous rincez jusqu'au bout, jusqu'à la borne d'arcade que vous avez vue dans un coin, plutôt qu'une immense arène dans laquelle vous allez vous perdre et que vos élèves n'auront pas fini de définir. Voilà. Creusez vos arènes, faites des recherches. Si vous faites quelque chose, décidez que votre arène c'est une boîte de nuit, vous cherchez comment ça marche une boîte de nuit, comment, où c'est qu'il y a, quels sont les employés qu'on trouve dans les boîtes de nuit, quelles sont les réglementations de la boîte de nuit, comment le bar fonctionne, ou comment à quelle heure on a les livraisons par exemple, quelle est la faune, quels sont les gens qui viennent dans cette boîte de nuit, quel est le type de musique qu'on passe, etc. etc. Il vous faut des éléments tangibles pour pouvoir ensuite les exploiter. Et enfin, vous pouvez, si vous voulez, transposer, c'est le plus simple, transposer une arène très familière et connue, une école, un internat, une MJC, un immeuble, et vous pouvez le transposer dans un monde imaginaire. Par exemple, ça a donné Dronix avec le lycée, ça peut donner Harry Potter. Si vous utilisez un paquebot, ça peut vous donner un vaisseau spatial, etc., etc. C'est plus facile de prendre une arène simple, connue, familière, parce que vous en connaissez les codes tout simplement, et que les idées vont popper plus facilement. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, je peux y répondre. Question, y a-t-il des écueils, des do's and don't do's à avoir en tête pour les séries dites Arena Driven? Alors, déjà, pour préciser les choses, il y a des séries Character Driven et il y a des séries effectivement Arena Driven. Character Driven, c'est-à-dire que les conflits et l'aventure et les motivations viennent des personnages. Arena Driven, c'est que les conflits et l'opposition viennent de l'arène. Ben moi, je dirais que l'écueil principal d'une série ou d'une histoire Arena Driven, c'est qu'elle n'est pas allée chercher le personnage. Une bonne arène nourrit les conflits entre les personnages. Voilà. Donc comme je vous donnais l'exemple d'épisode de Dronix dans lequel on a une intrigue Arena Driven avec un gamin qui tombe dans un trou et qui tombe dans un tunnel, le barrage qui va se remplir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté quelque chose de Character Driven, c'est-à-dire que le héros doit choisir entre sauver son ami
et réussir son épreuve et pas se faire virer. Voilà. Pour moi, s'il y avait un écueil, ce serait celui-là. Essayez toujours de ramener votre conflit Arena Driven à un personnage. Ça se répond de toute façon. Même quand vous créez votre série, vous vous rendez compte que vous allez développer vos différents lieux, vous allez les peupler de personnages, et quand vous allez créer votre personnage, il va falloir le rendre intéressant, lui donner des enjeux intéressants pour que par exemple, comme je vous disais, Madame Kadesh, c'est la proviseure de l'école, elle est implacable et elle ne laissera pas ses élèves vagabonder dans la nuit noire ou en dehors des heures de fermeture des portes. Donc elle va elle-même, par ses valeurs, qui représentent l'autorité et le règlement, causer des problèmes à nos héros qui sont pourtant dans leur bon droit et qui ont de très bonnes raisons de sortir de nuit, par exemple. Voilà. Donc, pensez toujours à créer vos personnages de façon la plus intéressante possible pour créer du conflit à l'intérieur de votre arène. Alors, il vaut mieux créer l'arène avant ou après avoir créé les personnages. Alors ça, les deux, mon capitaine, ça dépend de votre inspiration. En général, c'est plus facile de partir de l'arène, mais les deux se répondent en fait. Quand vous créez une série, vous créez l'arène et les personnages, et puis vous réécrivez votre arène pour que ça colle mieux au personnage. Par exemple, quand je vous dis faites une liste de tous les éléments de décor, puis vous allez vous rendre compte en peuplant votre arène qu'il y a peut-être des choses qui ne vous intéressent pas ou que vous ne pourrez pas faire. Ça aussi, c'est par exemple dans Team Dronix, c'est une série animée, il y a des endroits de l'arène, des parties de l'arène, on les a tout simplement mis de côté parce que c'était pas faisable techniquement. Et en créant vos personnages, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des parties de l'arène dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Comme je disais, il vaut peut-être mieux une arène petite et bien faite plutôt qu'une arène très très large où finalement on va être complètement perdu. Pour répondre plus précisément à la question, on peut vraiment d'abord partir des personnages ou d'abord partir de l'arène. Dans le cadre du défi Écris ta série, jusqu'où devrions-nous aller dans la description de l'arène? Si vous voulez écrire une série, pas trop vous perdre, choisissez une petite arène. Voilà. Et soyez le plus rigoureux possible dans une toute petite arène. Du coup, alors oui, je comprends bien en pensant à Miraculous où Paris est un personnage, mais oui, le 21e arrondissement même est un personnage de Miraculous, de Ladybug. Effectivement, Paris est un personnage et tous les monuments et les quartiers clichés pour le coup, mais ça marche très bien, de Paris ont servi d'intrigue. Je pense à l'un des premiers épisodes de Miraculous où Paris est connu pour ses pigeons. Voilà, ça c'est un détail pour le coup de la reine de Paris, il y a des pigeons. Et vous avez un monsieur pigeon qui devient l'un des méchants de l'histoire et qui peut, si je me souviens bien, manipuler les pigeons pour attaquer, c'est ça je crois. Et voilà, merci d'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Par contre, restez connectés pour le webinaire numéro 4, Développer sa Bible.